Donc, premièrement, il faut respecter les assises nationales du Niger. Ceux qui sont venus parler à Niamey, là, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont une conscience aiguë des intérêts de leur pays. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, il faut prendre très au sérieux ce qui a été dit là. Mais ils ont pris conscience du fait que le Niger est en guerre. Et c'est une guerre de longue haleine. C'est une guerre de longue haleine. Il faut avoir à la tête du Niger un officier de la valeur du président Tiani pour faire face à la déstabilisation qui vient du Sahara et qui traverse le Sahel. Les Nigériens et les Nigériennes ont bien regardé la situation et voient que le président Tiani tient bien la barque. Mais pourquoi voulez-vous qu'il change l'équipe qui gagne? Bonsoir à tous. Bienvenue sur Afrique en question, votre rendez-vous avec l'actualité africaine qui compte. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur le Niger, où les assises nationales viennent de rendre leur verdict. Une transition de 5 ans, renouvelable, pour le général Abdourahmane Tiani. C'était le 20 février 2025, après 5 jours de débats intenses à Niamey. Mais ce choix fait des vagues. Certains crient à la dictature, dénonçant un pouvoir verrouillé depuis le coup d'État de juillet 2023 contre Mohamed Bazoum. D'autres y voient un sursaut souverain. Franklin Nyamsi, dans une allocution choc le 24 février depuis la Normandie, prend position avec 3 arguments clés. Restez avec nous, on regarde son analyse en ensemble. Et vous, nos téléspectateurs panafricains, on compte sur vous. Après l'extrait, donnez-nous votre avis en commentaire, transition ou trahison. Voici Nyamsi à l'écran. Voilà le sujet suivant de notre conversation, et c'est le 3e du jour, porte sur je vous lis exactement la formulation que j'ai donnée à l'affaire. Il porte sur les conclusions des assises nigériennes. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer des conclusions des assises qui ont été tenues au Niger? Je voudrais notamment commenter une grande conclusion, celle qui accorde 5 ans à la transition du Niger renouvelable. C'est-à-dire potentiellement 10 ans de transition au CNSP du Niger, dirigé par son Excellence, le général de brigade, Abdourahmane Tiani, président de la transition du Niger, chef de l'État. Là encore, soyons dialectiques. J'ai bien sûr entendu toutes les mauvaises langues. RFI a donné la parole au dernier prophète noir de la démocratie, basé au Sénégal, mon frère Alioune Tine. On lui a donné la parole pour dire que la décision des assises nationales du Niger est très dangereuse, elle est très inquiétante. Alors, ceux qui disent que c'est inquiétant, le disent pourquoi? Parce que ils estiment que le président Tiani, à travers ses assises, a confisqué le pouvoir, qu'il a verrouillé le système politique nigérien sous la forme d'une dictature, que c'est ni plus ni moins que tout le contraire de ce qui avait été promis lorsque Mohamed Bazoum a été renversé. On a prétendu que Bazoum était en pleine dérive dictatoriale, que Bazoum était en pleine dérive antidémocratique, que Bazoum était tombé amoureux des terroristes. Il a été renversé et maintenant on convoque des assises nationales préparées à l'avance, bétonnées, qui finissent par donner à Tiani les pleins pouvoirs sur le Niger, c'est-à-dire exactement ce qu'il reprochait à Bazoum. Voilà l'argument des adversaires des assises du Niger. Mais cet argument ne nous empêchera pas d'examiner les raisons pour lesquelles les conclusions de ces assises-là, et notamment cette conclusion-là, est bonne. D'abord, premièrement, qu'est-ce que c'est que la notion d'assise? Qu'est-ce que c'est que la notion d'assise? La notion d'assise renvoie à un paradigme de la politique traditionnelle africaine, le paradigme de l'arbre à palabre. De très longue date, dans les sociétés africaines, que ce soit les villages, les chefferies, les royaumes, les sultanats ou dans les empires, lorsque des tragédies ou des problèmes de très haute gravité frappaient la collectivité, on faisait venir les représentants de toutes les entités les plus importantes du village, de la chefferie, du royaume, du sultanat ou de l'empire. On les faisait venir dans un immense conclave à l'occasion duquel chacun exprimait sa compréhension de la solution à trouver. Et à cette occasion,
la solution qui emportait l'adhésion du plus grand nombre était adoptée comme la solution de tous. C'est ainsi, par exemple, que la charte de Kouroukan-Fougan en 1936 fut adoptée. Et pour ceux qui ont suivi l'histoire traditionnelle de nos villages, de nos chefferies, de nos sultanats, de nos royaumes, de nos empires, il y a constamment eu de grandes concertations, de larges concertations comme cela, à chaque étape cruciale de l'histoire de nos peuples. Donc, l'assise que vous voyez là, elle a une légitimité comparable à l'élection. Je recommence. Parce qu'il y a des gens qui sont là, on les a drogués à l'école avec le mythe électoraliste. Le mythe électoraliste, c'est quoi? C'est l'idée que, parce que tu as pris le nom de quelqu'un que tu as mis dans l'urne, cette personne-là est bénie des dieux, cette personne-là va donc exécuter ta volonté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le simple fait d'avoir pris le nom de quelqu'un pour le mettre dans une urne en fait un bon président? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les élections garantissent le respect de la volonté de la nation? Même en Europe, en Amérique ou dans les grandes démocraties asiatiques, les présidents élus font-ils systématiquement la volonté des peuples qui les ont élus? Nous sommes ici en France dans un pays qui est la preuve parfaite du contraire. Un président élu qui fait tout le contraire de la volonté de son peuple et qui gouverne même contre la volonté de son peuple en utilisant abusivement l'article 49.3. C'est la situation en France. En 2005, les citoyens français, convoqués en référendum, ont voté non pour la continuité de la politique de Maastricht de l'Union européenne. Mais les dirigeants français de droite et de gauche, qui se sont succédés au pouvoir depuis 2005, ont poursuivi la politique contraire à ce que le peuple français avait exprimé dans les urnes. Voilà quelques exemples pour vous montrer que l'élection n'est pas la garantie du respect de la souveraineté populaire. Et il faut que les Africains arrêtent de fétichiser les élections. Dans la tradition politique africaine, c'est plutôt justement la conférence nationale souveraine, les assises nationales, le grand conclave national, qui ont été les moyens d'évaluer la volonté souveraine du peuple, et non pas l'expression purement quantitative des individus, et non pas l'addition des voix individuelles. Car en fait, le principe démocratique a un côté irrationnel. Il consiste à penser que, même quand le plus idiot des types pense que tu ne peux pas être un bon président, son vote compte. Mais quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi tu veux être président et qui vote contre toi, en quoi son vote compte-t-il? En quoi son vote est-il bon pour le pays? Puisque ce vote va retarder le pays en ne choisissant pas un bon président par ignorance. Il ne suffit pas que les gens votent pour que ce soit bon pour le pays. Encore faut-il que les gens votent en âme et conscience. Et voilà pourquoi dans la tradition politique africaine, les assises, les conclaves, les conférences nationales souveraines sont des formules au moins comparables aux élections. Vous comprenez pourquoi les grands fraudeurs aux élections, les dirigeants france-africains, n'ont jamais voulu de gaieté de cœur que se tiennent des conférences nationales et des assises dans leur pays. Ils détestent les héritiers de la France-Afrique, les assises nationales, les conférences nationales, parce que c'est l'occasion pour les forces vives de la nation d'exprimer les problèmes et d'imposer un consensus qui permette un vivre ensemble où chacun se sente reconnu. Donc je vous invite à réévaluer le concept d'assises nationales et de l'opposer en concurrence au concept d'élection. Il y a des situations dans lesquelles les assises nationales valent mieux que les élections. C'est le cas de pays en guerre. En effet, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Si vous organisez précipitamment les élections en période de guerre, les entrepreneurs de guerre qui sont capables de corrompre et de tromper une population encore largement ignorante vont imposer le maintien du statu quo néocolonial et impérialiste. Il faut prendre le temps de bien éduquer le peuple avant d'organiser cette chose qu'on appelle les élections. En attendant, il faut écouter les voix les plus autorisées représentant toutes les couches de la population, les amener à discuter et à réfléchir ensemble. C'est le concept d'assises nationales. D'un point de vue intellectuel et épistémique,
le concept de conférence nationale, d'assises nationales inclusives, est un concept beaucoup plus pertinent que le concept de vote et d'élection. Parce que dans les élections, ceux qui savent ont une voix qui a la même valeur que ceux qui ne savent pas. Un tel vote contre tel, en ne sachant pas qu'il est en train de voter contre lui-même. Parce qu'il n'a même pas lu le programme du candidat. Il n'a même pas étudié l'histoire du candidat. Mais il vote pour lui, parce qu'il est de son ethnie. Il vote pour lui parce qu'il est beau. Il vote pour lui parce qu'il a un beau teint. Il vote pour lui parce qu'il est bien sapé. Et il vote pour lui parce qu'un jour, il lui avait donné 1000 francs. Il y a des gens qui votent pour ça. Mais le type qui t'avait donné 1000 francs un jour, là, c'est lui qui va détourner l'argent de l'hôpital dans lequel tu vas mourir, faute de soins. Donc, il faut démystifier les élections en Afrique. Je dis bien démystifier. Quelqu'un vient vous rebattre les oreilles avec les élections, vous lui dites oui aux élections, mais dans les conditions optimales de conscientisation et d'éducation populaire. Les élections qui se déroulent dans le cafouillage. Les élections dans lesquelles les ignorants choisissent moutonnièrement. Les élections dans lesquelles on met 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, 2 000, 2 000, 2 000 dans les poches des malheureux en leur donnant la photo qu'ils doivent choisir. Vous appelez ça élection? Honnêtement, vous appelez ça élection? Pourtant, le système électoral rend cela possible. La logique clanique, la logique clientéliste, la logique népotiste, le système électoral rend cela possible. Je tiens à vous dire que les anciens Grecs et les anciens Romains choisissaient leurs dirigeants par tirage au sort. Ils prenaient une classe d'âge d'hommes capables de gérer les affaires de la cité. Ils mettaient les noms sur des petites boules de papier. Ils mettaient les noms, ils les jetaient dans une urne qu'on appelait la boulet. Et les noms des dirigeants des 5 ou des 4 ou des 10 prochaines années étaient tirés au sort parmi tous les citoyens en capacité de gouverner. Voilà comment dans l'Antiquité grecque étaient choisis les dirigeants, par tirage au sort. Ce n'était pas par élection. Les premières démocraties occidentales étaient des démocraties où le principe dominant de choix des dirigeants, c'était le tirage au sort. Mais si vous parlez de tirage au sort actuellement aux élites occidentales, elles vont hurler. Parce que le tirage au sort, c'est le risque que les oligarchies financières, les groupes d'influence, les lobbies, eh bien, n'est pas la présidente de la République. Imaginez qu'on prenne les 66 millions de noms de Français capables d'être président de la République, qu'on les tire au sort. Quelle est la probabilité que Macron soit pris? Elle est très faible, n'est-ce pas? Il y a une probabilité, par exemple, que un certain Zinedine Zoumbdan soit choisi. Or, ils ne veulent pas du tirage au sort dans leurs démocraties actuelles parce qu'ils savent que le tirage au sort peut permettre à des citoyens qui ne sont pas de leur milieu à eux, eh bien, d'être présidents. Voilà comment ils ont combattu le tirage au sort. Les bourgeoisies occidentales l'ont remplacé par l'élection. Faites attention. Donc, premièrement, il faut respecter les assises nationales du Niger. Ceux qui sont venus parler à Niamey là, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont une conscience aiguë des intérêts de leur pays. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, il faut prendre très au sérieux ce qui a été dit là. Mais ils ont pris conscience du fait que le Niger est en guerre. Et c'est une guerre de longue haleine. C'est une guerre de longue haleine. Il faut avoir à la tête du Niger un officier de la valeur du président Tiani pour faire face à la déstabilisation qui vient du Sahara et qui traverse le Sahel. Les Nigériens et les Nigériennes ont bien regardé la situation et voient que le président Tiani tient bien la barque. Mais pourquoi voulez-vous qu'il change l'équipe qui gagne? Le CNSP est en train de relever le Niger. Le Niger qui était présenté comme pays pourvoyeur du plus grand nombre de mendiants en Afrique de l'Ouest. Le CNSP est en train de relever le Niger. Les caisses publiques de l'État nigérien sont en train de recevoir des bénéfices faramineux, jamais égalés dans son histoire récente. Des gens qui sont en train de bien travailler comme ça, vous les renvoyez au quartier pour aller dans une élection cafouilleuse dans laquelle, avec des billets pourris de CFA, on va vous faire choisir les serviteurs de la France-Afrique? Non. Il faut préparer le peuple nigérien. Il faut conscientiser le peuple nigérien afin que celui-ci, en âme et conscience, eh bien, choisisse la route.
qui est bonne pour lui, pour le moment, il est dans de bonnes mains. C'est la deuxième raison. C'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, c'est que dans des situations similaires à travers le monde, c'est les mêmes mesures qui ont été prises. Regardez bien l'histoire de la transition française. Entre 1940, avec le début de la rébellion et le coup d'État de De Gaulle, jusqu'à pratiquement aux années 50. C'est la longue période de transition française qui dure pratiquement 10 à 15 ans. Et la figure émergente et dominante de cette longue période de transition, quoique avec quelques petites périodes d'interruption, c'est qui? C'est un officier, le général de Gaulle. Étudiez toutes les histoires transitionnaires et révolutionnaires, même aux États-Unis, vous vous rendrez compte que ce sont des périodes dans lesquelles l'armée est appelée à jouer un rôle politique éminent. Quand le pays affronte une déstabilisation d'ampleur, comme celle que traverse aujourd'hui le Sahel. Donc, voilà la troisième raison pour laquelle, pour ma part, les conclusions des assises nigériennes sont des conclusions positives. La première raison, les assises nigériennes sont une démarche fidèle à la tradition africaine de l'arbre à palabres. La deuxième raison, ces assises ont été l'occasion d'un véritable échange sur le fond. Un échange représentatif des aspirations des Nigériens. Et c'est bien parce que les Nigériens ont vu les résultats du CNSP qu'ils lui renouvellent ainsi leur confiance. Troisième raison, mais l'histoire montre que des pays dans des circonstances analogues ont dû procéder de cette façon. D'accord? Donc voilà pourquoi il n'y a rien qui me surprenne dans les décisions qui ont été prises. Et quand on me dit, ah voilà, le président Tchani, lui aussi va prendre 5 ou 6 étoiles, je dis, c'est quand même le président qui a délogé 2 puissances impérialistes du sol nigérien. À ce titre, il mérite toutes les étoiles de l'armée du Niger. Je ne vois pas qui peut les lui refuser si on est doué de bon sens. Il mérite toutes les étoiles de l'armée du Niger. C'est le chef de l'État qui a conduit et qui conduit aujourd'hui le processus de décolonisation ultime du Niger. Donc, s'il y a de bons grades au Niger, c'est à lui qu'on doit les donner. À qui voulez-vous qu'on les donne? Il est aujourd'hui, eh bien, le plus éminent des Nigériens. S'il y a une décoration nigérienne éminente, il la mérite. Et je crois que les Nigériens n'auront aucune gêne à la lui donner parce qu'il leur a montré qu'il fait la politique pour eux, avec eux et en eux. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais dire sur ce point-là. Et voilà l'analyse de Franklin Nyamsi, une voix qui ne laisse personne indifférent. Pour lui, ces assises nationales au Niger sont un tournant, porté par 3 piliers solides. D'abord, elles s'inspirent de nos traditions, comme l'arbre à palabres, plus légitime qu'un scrutin manipulé, un retour aux sources africaines. Ensuite, en pleine guerre contre le terrorisme, Tchani et son CNSP redressent le pays. Des caisses pleines, un Niger relevé, pourquoi briser cet élan? Enfin, l'histoire mondiale, de Gaulle aux révolutions, prouve que les crises exigent des transitions longues pour bâtir du solide. Nyamsi démonte aussi le culte des élections. Sans peuple conscient, c'est une porte ouverte au néocolonialisme. Pour lui, ces 5 ans sont une chance, mais gare à la vigilance. De mon côté, je me demande, est-ce un pari pour la souveraineté ou un risque de dérive? À vous, nos téléspectateurs, la parole. Que dites-vous de ce plan nigérien? 5 ans pour refonder, ou 5 ans de trop? Laissez vos réactions en commentaire. Êtes-vous avec Nyamsi ou dans le camp des sceptiques? Cliquez j'aime si ce débat vous interpelle. Abonnez-vous pour suivre nos prochaines éditions. Et restez branchés sur Afrique en question pour l'actualité qui éclaire l'Afrique. À demain!